Parce que là, on va enregistrer, puis ça va être ça. Donc, toi, t'en es où, là? Dans la vie comme en impro? Dans la vie comme en impro. Pas d'impro. Une discussion avec les artisans du spontané. Juste une discussion, pas d'impro. Idée originale de Frédéric Bambouchi, musique Dominique Hamel. Alexandre Cadieux, doctorant en études des arts au Québec, ancien joueur d'improvisation, une des personnes qui est derrière la LNI s'attaque au classique, ainsi que ancien arbitre à la LNI. Dans la vie, je fais une thèse de doctorat, j'essaie de faire ça. Je suis dans une année où je fais que ça. Ouais. Il a fait des guillemets dans les airs. Je fais des guillemets dans les airs pour dire qu'évidemment, je fais pas que ça. Et puis en impro, après une pause de 3 ans, 4 ans peut-être, depuis donc 2015, je travaille sur la LNI s'attaque au classique. Ouais. Donc qui est ce projet du Théâtre de la Ligue nationale d'improvisation. Qu'on fait donc au Théâtre Espace Libre et qu'on a aussi commencé à faire dans des écoles, secondaires surtout. Et après, on verra. Pour 2018, on a déjà un spectacle de vendu à un diffuseur adulte, là, grand public. Mm-hmm. Donc, mon implication d'impro s'en tient à ça depuis à peu près 2015. Je pense que j'ai arrêté de jouer en 2012, il me semble. Mais ta maîtrise avait rapport? Oui et non. J'avais commencé un travail de maîtrise où je voulais parler de la LNI. Je savais pas du tout comment. À un moment donné, je voulais faire une sorte d'enquête, discuter avec les comédiens. De mémoire, c'est une bonne idée, genre parler à des gens. Oui, parler à des gens pour savoir l'impro où ils en sont. Puis après, j'ai fait, non, c'est niaiseux, ça sert à rien. Donc, Super. Non, mais je me souviens que là où ça a été le plus loin, c'était de parler de la formation. OK. De voir, c'était quoi les profils, puis à partir de ça, c'était beaucoup réfléchir à comment on enseigne l'impro dans les écoles de théâtre. Bon, la plupart des comédiens LNI sont passés. Ceux, justement, qui n'ont pas de formation de comédien, où est-ce qu'ils sont allés chercher leurs outils, quand est-ce qu'ils trouvent que ça manque, tout ça. À partir de là, ça s'était déplacé vers une impro au Québec pré-LNI, c'est-à-dire justement les écoles, le burlesque. Puis finalement, tu commences avec des affaires ça de gros, puis tu descends. Il fait un signe d'entonnoir. Je fais un signe d'entonnoir avec mes mains. Donc, resserrer notre sujet. Puis finalement, j'avais travaillé sur des troupes de création collective québécoises des 70 qui faisaient de l'impro pour différentes raisons. Fait que c'était de voir, c'était quoi les idéologies, politiques ou artistiques de ces troupes-là, puis à quoi le fait de créer en improvisant, ça venait répondre à quelque chose. D'ailleurs, ça me fait penser, tu pourras m'aider, peut-être pas en enregistrement, mais tu me dis, j'ai l'intention de demander à Raymond Cloutier de nous parler, lui, de sa vision de l'impro, puis tout ça. Il y a d'autres artisans de cette époque-là qui seraient intéressants, selon toi? Moi, dans les 3 troupes que j'ai faites, parce que je m'étais concentré sur 3 troupes, dont le Grand Cirque Ordinaire, qui était la troupe que Raymond a cofondée, a passablement animée. Donc, il y avait 3 avenues. Ouais. Eux, ils étaient vraiment... La troupe a été fondée en même temps que 1 an après Les Belles-Sœurs, par exemple. On était vraiment, entre autres, dans la libération d'un acteur québécois. C'était une génération qui en avait beaucoup contre une formation très française. Ouais. Donc là, on se disait, aujourd'hui, c'est d'une très grande ironie là, de dire qu'on essayait de casser les comédiens québécois. Mais on n'ira pas là. Mais pour ceux qui écoutent ce podcast dans 8 ans, c'est la semaine après où il y a eu les articles sur Gilbert Scott. Oui, des techniques d'enseignement qu'on nomme peut-être un peu violentes ou un peu humiliantes parfois. Et Gilbert Scott faisait partie de cette troupe-là. Bon, voilà. Mais donc c'est ça, c'était l'idée que
qu'une parole québécoise aurait une valeur sur scène. Puis que pour aller chercher une authenticité du comédien, ben, entre autres, l'idée d'improviser, ben, c'était de parler avec sa propre langue, donc pas dans une langue empruntée. Fait qu'il y avait ça. Disons, une langue plus socio-culturelle, mais aussi socio-libérateur de l'individu. Une marge beaucoup plus politique, très théâtre de guérilla politique. Fait que là, c'est de l'impro, mais c'était de l'impro de coin de rue, c'est de l'impro de ligne de piquetage. Fait que c'était aussi improvisé parce que c'est de la guérilla, là, tu sais pas dans quelles circonstances non plus. Bon. En ce sens-là, on a eu une conférence récemment à Montréal avec Marc Doré, donc qui a été longtemps prof au conservatoire, un des grands propagateurs de l'impro au Québec dans les 60-70. Lui, il était dans cette troupe-là. Okay. Mais il a surtout enseigné, puis il y a toute tu pourras trouver son livre sur la tactique de jeu, entre autres. Donc, Marc Doré. Puis ma troisième troupe, c'était le Théâtre expérimental de Montréal. Donc, c'était Paul Pelletier, Robert Gravel, Jean-Pierre Onfart. Donc là... Genre la LNI avant la LNI. Ben, c'est la LNI de la LNI, c'est-à-dire que c'est un des spectacles du Théâtre expérimental de Montréal. Oui, c'est ça. Mais sauf que, ben, il faisait aussi. C'était une expérimentation, la LNI. Oui. C'est ça. Il y avait de l'impro dans d'autres de leurs spectacles. Il y avait de l'impro dans tout leur processus de création. Dans d'autres spectacles aussi. Des spectacles genre déambulatoires, genre zoo, où les gens visitaient des cages. Bon, là, j'imagine que c'était pas tout scripté, là, les partitions physiques, j'imagine. Fait que ça, c'est plus une gang un peu plus LNI, un peu plus ludique, même si au sein du collectif, la formule LNI n'a pas fait l'unanimité. Non. Du tout. Mais là, on prenait le contre-pied d'un théâtre très engagé politiquement pour un théâtre qui se voulait plus une recherche esthétique, justement, pas subordonné à un parcours... une volonté de passer un message politique. Fait que ça, c'est un peu les trois orientations. Fait que comment l'impro venait répondre différemment à des envies, à des besoins parmi ces trois structures-là. Fait que finalement, ma maîtrise, ça a été ça. Okay. Donc, beaucoup plus historique, mais avec toujours dans l'idée de, justement, comme je viens de dire, ben, à quoi ça répond l'impro? Pourquoi improviser? Techniquement, j'improvise parce que je suis pas d'accord avec l'état des choses, donc je suis pas d'accord avec le statu quo, donc j'invente au moment présent mon nouvel outil, mon nouveau moyen d'expression. Puis ça, c'est pas juste improviser théâtralement, c'est improviser, tu sais, je suis confronté à quelque chose, soit je le subis, soit je dis non. Ben, ok, si je dis non, comment je fais pour? C'est le fight or flight? Je sais pas qu'est-ce que c'est le fight or flight. Le fight or flight, ce serait la réaction qu'on a devant l'adversité, c'est-à-dire soit s'enfuir ou soit combattre. Hein? Oui. Ouais, oui, c'est un peu ça. Ouais. Puis même combattre quand on sait pas comment ou quand on n'a pas l'impression d'avoir l'outil requis, ben soit t'en inventes un ou t'en prends un que tu détournes. C'est ça aussi improviser, c'est faire face à rien ou non scripté. Peut-être manger une volée. Peut-être manger une volée. Voilà. Puis aujourd'hui, tu sais, c'est ça. La quête, en fait, de ce podcast, je répète à chaque fois, je salue les gens qui nous ont parlé, qui m'ont accroché pour dire « Hey, j'ai écouté les podcasts, même fun. Tu devrais arrêter de faire ça. » Non. je me fais dire des fois que je devrais arrêter de faire « Mais je comprends. Je suis désolé. Non, mais la quête, en fait, de ce podcast, c'est pas mal de savoir, OK, bon, un peu constater ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Ouais. Puis aussi savoir, ben, c'est sûr qu'il nous reste énormément de choses à faire, mais par où commencer pour faire ce qu'on n'a pas fait encore? Puis qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore? C'est ça qui est... Qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore? Oui. Moi, je m'ouvre là en ce moment, ben, tu sais, on le savait déjà, mais je regarde tout ce qui se fait à l'extérieur de notre petit parcours ici au Québec, puis c'est fou, tu sais, c'est de l'impro, il y en a, du théâtre improvisé, des façons de faire, des façons de voir, puis des fois je trouve ça désolant ici que on pense qu'il y a une façon de faire. Ouais. Vas-y. Moi, il y a quelque chose qui, à un moment donné, c'est-tu le début? C'est pas le début. J'ai arrêté parce que j'avais une insatisfaction, c'est-à-dire qu'à un moment donné, comme toi, moi, j'ai eu l'occasion de faire un petit peu d'impro en Europe, croiser des gens, croiser des troupes, croiser des compagnies. Et il y avait beaucoup là, parfois
parfois directement dans le discours, l'idée de plus faire du match. La plupart des gens, dans ces circonstances-là, avaient commencé en faisant du match d'impro, assez hockey. Et là, il y avait beaucoup le discours et la volonté de faire autre chose. Bon. Fait que là, fait que les gens trouvaient des nouveaux concepts, des nouvelles mises en scène, des nouvelles façons de proposer, tout ça. Puis moi, je regardais ça, puis je faisais... Mais ultimement, ça fait les mêmes impros. Ouais. Fait que pourquoi? Tu sais, ça fait que les gens jouent les mêmes situations, les mêmes types de personnages, grosso modo les mêmes durées, mais des fois déjà jouer dans la durée, moi je trouvais ça super intéressant. C'est-à-dire s'imposer les choses sur une plus longue durée. Mais je faisais scraper la mise en scène pour faire les mêmes impros dans d'autres habillages. Puis j'accuse pas les Européens de ça. À la limite, ici aussi, je le voyais beaucoup dans des ligues où on avait les prétentions. Puis moi-même, j'ai participé à des entreprises où on avait ces prétentions-là. Je faisais, mais si c'est pour faire les mêmes impros, qu'est-ce que... Puis c'est ma propre incapacité à comment dire... à envisager, à trouver l'architecture, comment faire d'autres impros. Puis de quelles autres impros je parle? Qu'est-ce que ça voudrait dire? C'est la question exactement que je me pose. Hein. Ouais. Puis, mais le fait de choisir un autre point de départ, là, tu trouves qu'on arrive toujours au même point d'arrivée? En tout cas. Mais peut-être qu'à force de partir d'un autre point de départ, là, on va arriver ailleurs. Ouais. Puis c'est sûr que là, après avoir fait... Tu sais, je parle de mon expérience personnelle, mais après avoir fait 20 ans de match où mon plaisir premier, c'était d'avoir des étoiles, faire rire mes chums, puis gagner des matchs. Puis à un moment donné, ça s'est transformé. Mais pas pendant 20 ans, Fred. Moi, je te connaissais il y a 15 ans, puis t'étais déjà à une autre étape de plaisir. Mais disons, il y avait une transition, mais c'est ça, tu sais. Non, mais peu importe le nombre d'années, quand le désir se transforme, puis on arrive à un peu mettre le doigt sur quelque chose d'autre qu'on sait qu'il existe, mais on sait pas de quoi il a l'air. Ouais. Je pense que là, peu à peu, on arrive à le trouver. Moi, en ce moment, je trouve des choses incroyables. Mais évidemment, je me retrouve à faire de temps en temps les mêmes impros que j'ai déjà faites. Puis ça me dérange pas de repasser par ce chemin-là comme 8 fois avant de trouver une nouvelle affaire. 8 fois, je suis généreux. Ça peut être plus. Mais c'est ça, donc... Puis, regarde, ça me mène à la LNI s'attaque au classique, sur quoi tu travailles. Moi, je trouve que c'est une formule extraordinaire parce que... il y a quelque chose qui passe. C'est pas grave. OK. Non, mais tu sais, j'en parlais avec Réal, puis... Réal Bossé, qui a joué dans les 2 premières moutures, qui dit... tu sais, on a toute cette... Tu veux y aller? Non. Et ça, c'est les joies du pas direct. Les joies du pas direct. Non, mais le sérieux qui est véhiculé par les comédiens dans ce contexte-là, la LNI s'attaque au classique. Mettons, pour ceux qui l'ont jamais vu, qui en ont jamais entendu, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, moi, je dis pas que c'est une formule complètement originale. Je sais qu'il y a des collectifs qui ont pu faire des choses comme ça. Mais nous, comment on le fait? C'est-à-dire que chaque soirée, chaque représentation est consacrée à un auteur, une auteure de théâtre. Pour l'instant, on s'en est tenu au théâtre. Grand auteur, donc Molière, Shakespeare, parfois des auteurs plus contemporains aussi. Et pendant 1 heure, on fait l'équivalent d'une conférence démonstration, c'est-à-dire que moi, je situe nos acteurs et le public aussi à l'auteur. Donc, on explore les codes. On explore les codes, on le situe dans son contexte plus socio-historique, socio-politique, on le replace un peu dans l'histoire du théâtre aussi. Et puis, petit à petit, on resserre sur l'écriture, sur les procédés, sur les thèmes. Et avec le collègue François-Étienne Paré, on traduit un petit peu ces informations-là en exercice, en atelier, en exploration directe.
Donc, les comédiens arrivent avec une préparation très minimale, ils ne savent pas ce qu'on va leur demander. S'ils ont envie d'aller lire un peu l'auteur ou se remplir un petit peu... C'est même... Non, mais pour l'avoir fait... On le permet, mais des fois, ça joue des tours. Ouais, j'aime mieux, mais vraiment m'en tenir à ce que tu nous donnes. Ouais, on se rend compte que c'est un petit peu plus efficace, vraiment branché. Donc, le public prend connaissance, comme au match d'impro, le public prend connaissance de la contrainte en même temps que le comédien. Fait que ça crée, je pense, un lien assez fort entre les deux, entre l'acteur et le spectateur. Puis, après 1 heure d'exploration comme ça, on fait une petite pause, puis après on revient, puis on fait une impro de 30 minutes à la manière de, qui est comme une courte pièce. Donc là, on choisit, disons, 1 ou 2 enjeux dramatiques, on fait un minuscule casting, une première scène, puis on part pour 30 minutes en essayant de rapper la fin aussi, donc faire une courte pièce de 30 minutes à la manière de cet auteur-là. Donc ça, c'est le concept. Puis ce qui est le fun, c'est que, c'est ça, pour en revenir à ce que je disais juste avant, c'est que l'implication des comédiens dans ces contextes-là est comme vraiment supérieure à ce qu'on est habitué maintenant de donner en match, où on se garde une distance énorme entre ce qu'on fait sur scène puis ce qu'on est. C'est quasiment bien vu par le public de s'auto-juger tout le long d'un match, tu sais. Puis tandis que dans ce contexte-là, il n'y a pas ça. Qu'est-ce que tu dirais s'auto-juger? C'est-à-dire, regardez ce que je fais, là c'est bon, là c'est moins bon, là c'est... Oh, je viens de faire une bourde. Donc maintenir une espèce de petite distance critique dans notre jeu tout du long, ça crée une sorte de connivence, mais ça limite dramatiquement, puis je veux pas dire d'intensité, mais ça limite la portée de ce qu'on fait, parce qu'on le fait toujours un peu, pas à moitié, mais... Ça nous sort, puis ça nous ramène tout le temps. Non, là, on n'est pas là-dedans. Je pense que les comédiens... Mais je pense qu'après, la vulnérabilité des comédiens, il y a comme un petit jeu aussi où veut pas, l'espèce de, pas complexe d'infériorité, mais tu sais, par rapport à d'être confronté, on valorise tellement l'intellectualisme, la haute culture et tout ça. C'est une blague, bien sûr. Donc là, il y a l'idée aussi d'être confronté un petit peu à des choses que je savais pas ou que j'aurais dû savoir, mais pour moi, la vulnérabilité du comédien, puis c'est vrai à la Eleni aussi, tant qu'à moi, c'est-à-dire que dans mon œil de spectateur, il y a le moment donné où une mauvaise impro devient un grand moment aussi, parce que soudain, tu vois quelque chose qui est raté, mais qui ça révèle l'armure fend, tu sais. Ouais. Puis là, c'est sûr que c'est un peu triste pour l'acteur, mais ça dure 5 minutes. Ouais. Bon. Alors que là, puis au début, avec François-Étienne, on se retenait beaucoup de dire aux comédiens « Oh, c'est pas tout à fait ça. Oh, on va te réorienter. Oh, tu t'es trompé. » Parce qu'on se disait « C'est downer, c'est un peu débander le truc. Ouais. » de faire « Non. » Puis après, on s'est rendu compte que les comédiens étaient assez friands de ça, sont contents. Parce que justement, tu avances dans l'inconnu, tu essaies de faire de ton mieux, parce que là, il y a une commande, il y a comme une attente. Tu essaies de faire de ton mieux, puis de te faire juste un petit peu... il y a des façons de le faire, avec qui s'apprend, avec une certaine délicatesse, avec juste trouver le bon timing pour... Puis souvent, dans un truc comme ça, comme je dis, le public a l'explication en même temps. Fait que le spectateur qui regarde l'exercice puis qui dit « Ah, c'est pas ça que j'avais compris », que l'animateur se dise « C'est pas tout à fait ça », il y a quelque chose aussi qui flatte l'intelligence du spectateur qui dit « Ah, il me semblait aussi que c'était pas ça ». Après, on peut bien se dire ça, c'est pas nous qui sommes en train de se jeter dans le fosse au lion, là. Non, mais après ça, tu sais, le comédien... Mais il y a comme une humilité, en tout cas. Le comédien peut bien dire, ben là, il y avait juste à l'expliquer comme il faut. Oui, aussi. Mais aussi, nous aussi, c'est un travail de clarté. Il faut être d'autant plus clair que le comédien, il est un peu sénère, là, tu sais. Ben moi, pour diriger les comédiens en jeu, je sais que j'ai appris beaucoup, justement, en disant... par la positive, tu sais, va plus par là, un petit peu moins ça, plus, tu sais, juste l'ajustement plutôt que c'est pas ça, tu sais, ça casse, ça fait, c'est ça, tu pousses un petit peu, tu réajustes dans les bonnes directions. C'est d'affûter un petit peu pédagogie, psychologie, là, tu sais, juste un peu, puis ça prend un peu sur le tas, parce qu'on n'est pas habitué de faire ça en impro, tu sais. Mais la beauté de ce truc-là aussi, c'est que, tu sais, quand t'es comédien puis tu le fais, t'es en tout cas, pour le public, t'es à la même place qu'eux, là. Je veux dire,
tous les codes et les repères et les thématiques des auteurs, on les reçoit toutes, même si on en avait déjà en tête avant, là on les reçoit toutes en même temps, à la même place, tu sais. Ouais. Fait que il y a quelque chose de... C'est tellement... en tout cas, c'est... bravo, très pédagogique. Tout le monde devrait le vivre. Mais... Quelque chose que je peux te partager, on a réussi à le nommer juste il n'y a pas longtemps avec des comédiens qui en ont fait plusieurs. Quand on a fait beaucoup d'impro, à un moment donné, ben c'est par rapport au bagage un peu acquis, à des choses il y a des choses à désapprendre. On travaille sur des écritures, par exemple, qui touchent parfois à des éléments de mélodrame, par exemple. Si tu travailles sur un auteur comme Michel-Marc Bouchard, par exemple, il y a un moment donné où va falloir dire... C'est réduire un peu l'œuvre de Michel-Marc Bouchard, mais le moment où un personnage crie « Oui, papa, tu m'as violé », il va arriver. Ouais. Alors qu'en impro, on a comme, à un moment donné, quand tu fais beaucoup d'impro, il y a comme des zones comme ça où on a comme l'impression qu'aller là-dedans, c'est aller dans le trop, c'est aller dans la facilité, c'est aller dans l'impro dramatique, mais surjoué, tout ça. Ouais. Fait que c'est comme une zone qu'on a faite, hey, ça, je ferais plus ça, tu sais. Ouais. Parce que on a tout vu. Mais il faut désapprendre. Mais dans le sens où il faut réapprendre à se permettre de faire ça. Oui. C'est juste que les fois où on le fait, c'était pas assez motivé. Par exemple. Puis parce que quand ça arrive chez Michel-Marc Bouchard, t'as une heure puis ça, c'est une dramaturgie qui fonctionne un petit peu en cercle concentrique, c'est-à-dire que quand la pièce, elle commence, bon, c'est souvent sur des blessures enfouies, j'ai parlé d'inceste, c'est un peu la plus grosse affaire, mais des humiliations, tout ça. Puis souvent, quand ça commence, tous les personnages le savent. Et cette affaire-là, elle circule déjà. Okay. C'est des insinuations, c'est des... c'est dans le non-dit, c'est dans... Fait qu'il y a aussi tout ça qui prépare à cette espèce de scène de révélation-là. Fait qu'il y a quelque chose comme ça. On travaille sur d'autres écritures qui sont un peu plus dans l'onirisme, qui sont... là, on travaille sur une dramaturge anglaise qui s'appelle Sarah Kane, par exemple. Il y a des pièces où on est vraiment... C'est des fragments de voix. On ne sait pas exactement c'est qui. Ça se répond. À un moment donné, on peut supposer que c'est à l'intérieur de la tête de quelqu'un. Donc, c'est peut-être la même personne qui se parle comme ça, tu sais. Puis ça aussi, quand on a fait beaucoup d'impro, à un moment donné, on a appris une certaine efficacité de clarté que de dire, dans 2 minutes, il faut qu'on sache on est qui l'un par rapport à l'autre, on est où, puis qu'est-ce qui... Ça a comme l'air d'être le signe d'une mauvaise impro si après un certain temps, on le sait toujours pas. Alors qu'il y a des écritures dramatiques qui fonctionnent sur cette ambiguïté-là, ce malaise-là, et faut comme réapprendre à accepter qu'il y a un flou qui se tient. Ah, totalement, je veux dire... moi, je me rappelle une époque où on s'était dit mon Dieu, c'est le fun après, quand on t'offre le flou, là, après ça, c'est Shangri-La. Ben oui, je pense que oui. Mais on a tellement peur de ce flou-là, de l'échapper. Puis aussi, c'est parce que, tu l'as dit, l'efficacité, mais non seulement, tantôt, là, quand on parlait de la révélation d'inceste, peut-être, quand c'est fait, tu vois, du moins les fois qu'on l'a vu ou on l'a entendu en impro, c'était fait aussi par efficacité, pour faire de l'effet. Oui. Pour faire comme, attention, mesdames et messieurs, je vais vous faire une bombe, là. Ouais. Je vais vous faire brailler en moins de 3 minutes. Mais non, ça fait pas brailler parce que c'est pas motivé, tu sais. Puis là, avec le temps, on s'en est remis à, qu'est-ce qui fonctionne en moins de 3 minutes. Ouais. Et là, moi, c'est ça. Ça me mène à un autre pan des discussions du podcast, c'est qu'on s'en va. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Selon toi, là, Alexandre, tu sais, mettons dans 10 ans, là, puis je vais y aller avec mes classiques, je te pitch aussi le budget que tu veux. On s'en va où? Ou, pas on s'en va où, généralement, mais toi, tu voudrais aller où? C'est une grosse, hein?
Moi, quand j'ai arrêté, je pense que j'ai arrêté juste avant de commencer à être amer, ou en tout cas, ce que mon insatisfaction déborde un peu sur les autres. C'est toujours ça la crainte, un peu. Surtout parce que je me disais, pour l'instant en tout cas, j'ai rien d'autre à proposer. Ou en tout cas, j'ai plus l'énergie puis la motivation parce que les 15 années qui ont précédé, j'en ai beaucoup fait, j'en ai beaucoup parlé, notamment avec toi, bien sûr. Ben aussi, on a d'autres intérêts. On a d'autres intérêts. Ouais. J'avais déjà participé à ce qui, en tout cas, pour moi, puis je pense d'autres mondes, avait été une révolution, tout un peu intense, c'est pas une révolution, mais tu sais, quand Frédéric est venu me chercher pour la Lime, on s'est dit, on a envie de faire d'autres choses, on sait pas encore quoi, mais on a l'impression qu'on sait un petit peu avec qui, un groupe, tu sais, mais on sait pas ce qu'on veut faire, mais on veut faire d'autres choses que ce qui se fait. Puis je pense qu'on a créé, en tout cas, je pense qu'on a mis sur pied, ou en tout cas, on a réorienté quelque chose qui nous plaisait, qui nous a plu, qu'on avait l'impression qu'on pouvait aller plus loin, puis j'y crois. Mais je me rappelle d'une ligne directrice parce que t'étais maître de jeu. Ouais. Puis là, on avait des catégories à pu finir, là, des catégories comme que j'appelle à obstacles, ouais. qu'on apprend à nos jeunes dans les écoles. Ouais. Et puis on s'était dit, juste ça, je trouvais que c'était la base de où est-ce que ça s'en allait, là. Tu sais, si la catégorie te fait réfléchir pendant, elle est pas bonne. Puis ça, moi j'y crois encore, ça, aujourd'hui. En même temps, les catégories, je m'en fous un peu maintenant, mais tu sais, je trouve que c'est encore une bonne ligne directrice aujourd'hui. Ouais. On back off, là, je te reparle beaucoup de mes insatisfactions là, avant de répondre à US qu'on s'en va. Ouais. Le fait de travailler aussi sur l'impro, quand j'étais à la maîtrise, entre autres, ça m'a aussi exposé à beaucoup de contre-discours sur l'impro. Parfois très réactionnaire, bon, c'est pas du vrai théâtre, non. Mais parfois aussi avec des arguments qui, en tout cas dans mon cas, ont porté. Notamment l'idée que, bon, c'est pas vrai parce qu'on improvise avec d'autres, mais... Tu vas-tu me casser aujourd'hui? Non, pas du tout, je pense pas. Mais en tout cas, moi, ça m'a parlé, c'était l'idée que quand tu improvises, donc tu parles nécessairement de toi, et que à ce moment-là, c'est plus dur de sortir de toi-même par toi-même. Alors que techniquement, déjà quand comme acteur, mettons, tu joues dans une pièce, ben déjà là, tu as un texte. Tu n'es pas obligé de le respecter à la lettre, mais tu as déjà quelque chose là. Qui fait que le résultat final va nécessairement être quelque part entre lui et toi. On peut se dire la même chose en impro, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu improvises avec quelqu'un, c'est ce qui va apparaître au milieu, tu sais. Mais cette idée-là, l'obligation du dialogue qui fait naître nécessairement plus, moi je la retrouve un petit peu dans la Hélénie Satako classique. Il y a là une obligation de, d'aller à la rencontre de quelque chose, d'un univers. Je me souviens que quand on faisait des à la manière de à la Hélénie, à un moment donné, il y avait un coach qui disait « Moi, j'haïs ça, ces affaires-là, c'est juste des exercices de style, alors que ce que je veux voir, moi, c'est l'univers du comédien. C'est sa créativité à lui, tu sais. Et non pas qu'elle se mette au service de... » Puis je disais, je serais d'accord si on voyait vraiment des univers, des imaginaires se déployer. Moi, des imaginaires très individuels qui trouvent à la Hélénie un cadre propice pour se déployer, sans que ce soit harnaché par le jeu, j'en ai pas vu tant que ça. Puis après, j'ai jamais joué, moi, sur la patinoire Hélénie. C'est pas un jugement que je porte. Non, mes amis, je les aime. Un jugement. Mais pour moi, ben oui. Mais tu vois, pour moi, un exemple, je vais le nommer. Pour moi, un exemple de quelqu'un qui, dans les contraintes Hélénie, réussissait souvent, pour moi, à imposer un ton ou un univers que je fais.
ça c'est singulier à cette personne-là, puis c'est pas efficace. C'est pas efficace, ouais. Mais j'appréciais ça. C'est Jean-François Nadeau. Moi, je trouve que Jean-François avait une sorte de poésie étrange. Mais après, si je me forçais pour y penser, il y a peut-être des exemples beaucoup plus subtils, puis que tout le monde met sa couleur à soi. Simon Rousseau, tu sais. Bon, par exemple. Puis, je disais, moi, je crois pas tant que ça à ma créativité, mon potentiel. Je sais pas que je crois pas, mais ma créativité, mon potentiel, faut juste que ça se libère, puis que ça. Moi, je pense que ça se libère le mieux. Il fait un signe de sa main qui prend dans ses entrailles pour le sortir de... Ouais. Le génie spontané ou le... Bon, peut-être que j'ai pas vu assez d'exemples réussis de ça, mais moi, j'y crois pas tant. Alors que ce que j'aime à l'Initiative au classique, c'est que dans le résultat final, ça, c'est une auteure sur lequel on a fait un spectacle et qui était là dans la salle, ce qui est déjà une autre affaire, mais qui a dit... Je me suis reconnu, puis je vous ai reconnu. Wow. Ça, c'est pas mal. C'est-à-dire que là, il y avait des deux. C'est-à-dire qu'on n'était pas complètement soumis à son affaire. Puis de toute façon, on n'aurait pas pu non plus faire exactement, évidemment. Non. T'sais. Bon. Fait que ça, pour moi, c'est riche. Moi, je me disais... Moi, mon exemple par rapport à l'impro, de comment nommer mon insatisfaction, c'est par rapport au cerveau. Tu sais qu'on dit tout le temps... par rapport aux capacités qu'on aurait au niveau cérébral, apparemment qu'on comprend 4% puis on utilise 10%. Bon. Après, je sais pas, là, tu sais, c'est pas tant que je trippe sur l'idée que si on était des X-Men, là, on pourrait faire des affaires que notre cerveau, on sait pas qui est capable de faire. Mais pour moi, par rapport à l'impro qu'on fait, par rapport à ce qui pourrait être, j'ai toujours trouvé... Parce que je pense que même la mise en scène d'Eleni, elle permet ça. Elle permet quoi? Elle permettrait de faire tout et n'importe quoi. Ouais, c'est une autre discussion, je pense. Ouais. Puis... Ben oui, elle permet, mais je veux dire... je vais pas recommencer là-dessus, mais c'est... Je veux dire, c'est tellement pervers, mais aussi, je parle souvent des deux niveaux d'écriture. Je veux dire, on écrit sur un premier niveau à faire des petites histoires où on incarne des personnages, puis on veut les faire vivre. Puis par-dessus, on met une autre grosse histoire de vont-ils réussir? Qui va se faire sortir? Qui aura le point? Puis il l'a échappé. Puis qui nous fait complètement... Je veux dire, tu mets ça là sur une pièce de théâtre là, ou un film, t'écoutes pas le film. Tu sais, en tout cas, de la misère. Mais non, ça limite. Ça, c'est un des importants facteurs qui fait que sur... Pas 100%, là, parce que je pense qu'on peut pas le quantifier, mais... qu'on ne fait qu'une fraction de ce qui serait possible de faire. Mais puis c'est pas propre au match là, tu sais, il y a beaucoup de contextes d'improvisation qui font ça. Là. Ouais. Mais moi c'était ça, comment justement faire j'ai un exemple à Eleni. On avait fait une catégorie qui était à la manière de on se dit on va essayer ça. On sait pas comment le faire nous-mêmes. Mais c'était des artistes visuels. Choisir des artistes visuels. Là, tu fais, mais comment on va faire ça? On le sait pas. On l'essaye. On vous donnera pas une pénalité de non-respect de la catégorie. Nous-mêmes, on le sait pas. On veut juste voir. Tu sais, Puis je me souviens de quelqu'un qui avait décidé d'assumer qu'il restait immobile pendant 3 minutes. Fait que là, au début, t'as 20 secondes où les gens attendent. T'as le 20 secondes où les gens rient parce que là, ils comprennent. Ouais. T'as la minute de malaise de « ça va pas être rien que ça », fait qu'ils attendent le punch. Ouais. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la zone d'après. Qu'est-ce qui va se passer à partir du moment où on va, comme spectateur, moi j'étais arbitre, je suis spectateur à ce moment-là, je regarde. Le moment où on va faire « ça va être juste ça ». Qu'est-ce qui va se passer? Ben, son équipe a choqué, puis sont allés faire quelque chose à côté. Ouais, classique. Un match de même, ça serait dole. Mais là, je me dis, un moment comme ça, de malaise, qui à la limite correspondait... ça pouvait être raccord par rapport à l'artiste. Ouais. Tu sais, c'était pas juste de prendre... Je pense, en tout cas. C'était pas juste de prendre une pause qui pouvait évoquer un tableau ou une image de l'artiste. C'était aussi de jouer sur un rapport avec le public qui était raccord avec l'artiste. Okay. Ben, l'équipe a choqué. Alors que je pense que le comédien serait allé au bout de son affaire. Mais l'équipe a choqué. Puis là, je fais...
Tu sais... Fait que, c'est ça. Fait que, où est-ce qu'on s'en va? Oui. Non, où est-ce que tu veux aller? Ben... Où est-ce qu'on s'en va? Ben, moi, je te disais, donc, toutes mes insatisfactions, puis de dire, ben, j'ai pas l'énergie, ni la créativité, de trouver une autre forme, ou en tout cas de tâcher de la concevoir, puis de l'organiser. OK. Mais... J'étais à l'intérieur d'une structure qui est la Lime. J'essayais, mais en même temps, je trouvais pas, puis je manquais d'énergie. Fait que je me suis dit, tant qu'à commencer à frustrer parce qu'on fait pas ce que j'ai envie de faire, puis que je suis pas capable moi-même de le nommer, ben tant qu'à ça, je vais laisser ma place à quelqu'un d'autre, tu sais. Puis je l'ai pas regretté, je m'ennuie pas de ça. Ben je vais reformuler. Mettons que on prend le jeune toi, plein d'entrain et d'énergie, prêt à refaire le monde. OK? On lui donne les outils nécessaires, on lui donne tes connaissances d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en fait? Tu seras pas obligé de le faire, là. Je reviendrai pas chez vous faire. Hey, tu l'as pas fait! Mais je te dirais qu'à ce moment-ci, comme mon plaisir puis mes découvertes de ce nouvel outil-là qui est la LNI Satako Classique est pas encore épuisé, je continuerai à peaufiner ça. Parce que quand la LNI est venue me chercher pour ça, ils m'ont dit, grosso modo, on veut faire ça, mais on sait pas du tout à quoi ça va ressembler. Mais on se dit que... Moi, je suis revenu parce que là, j'ai vu une occasion de dire, mon insatisfaction, mes impensés d'impro, il y a peut-être là une façon de les faire. Puis j'ai conçu, puis en même temps, j'avais fait la même chose 15 ans avant, en collaboration avec un nouveau noyau de la Lime, c'est-à-dire, c'est de concevoir le show de mes rêves, le show dans lequel moi j'aimerais jouer. La LNI Satako Classique, c'est beaucoup ça. Puis après, ce que je te donne la salle que tu veux, les comédiens que tu veux, le temps que tu veux, comment tu le transformes à la LNI Satako Classique. Hein? Grosse colle, hein? Ben, pour vrai, je le programme dans toutes les écoles puis dans toutes les maisons de la culture. Parce que je pense aussi que c'est un show... Au début, on avait peur de l'aspect didactique de la chose. Puis finalement, on se rend compte que les gens qui trippent, c'est aussi à cause de ça qu'ils trippent. Complètement. Je parle des spectateurs. Je pense que c'est la même chose pour les comédiens, peut-être. Mais je pense que les spectateurs... aime ça, apprendre des choses. Aime ça, se faire expliquer quelque chose, puis le voir, puis dire « Parfait, j'ai compris ». Moi, quand j'enseigne l'histoire du théâtre au Québec, je parle aux étudiants de choses. Je leur parle de spectacle, je leur parle d'esthétique scénique, je leur parle de texte, de ton. Puis ils font prennent des notes. Je leur montre une vidéo, puis ils font « Ah! » Ben, je pense que c'est aussi ça qu'on fait. Puis après, dans ce passage-là d'une démonstration à une création inspirée de ça, le comédien, sans y penser, il est chargé d'un bagage qu'il vient d'apprendre pendant 1 heure, qu'il vient d'explorer, puis il le ressort, il le recrache, sans même dire « Hey, faut pas que j'oublie de plugger telle affaire. » C'est là, ça sort, je pense. Puis le spectateur fait la même chose, puis son plaisir en est redoublé, je pense. Soudain, il voit ça, il le reconnaît, il est content de le reconnaître, il est content de savoir pourquoi c'est là. Puis en même temps, il profite aussi de l'histoire de la chose qui se déploie sous ses yeux. Ça, c'est quand je sors mon personnage de pédagogue un peu méprisant que je dis on fait aussi de l'éducation populaire. Mais pour vrai, j'y crois, tu sais. Fait que t'es vraiment méprisant. Oui. Mais je pense que les gens ont une curiosité, tu sais. Moi, je vais pas voir ça, les conférences des grands explorateurs, mais je pense que c'est une formule pour laquelle il y a qui est pas juste un goût d'exotisme, là, qui est aussi l'idée de se faire raconter, pas juste faire raconter une histoire, mais de se faire raconter aussi un cadre. Contexte. Ouais, je pense qu'il y a ça. Notre cerveau apprend comme ça. Le cerveau, je pense, apprend comme ça. Par rapport, on met en contexte. Ouais. On a eu des discussions à savoir est-ce que cette formule-là pourrait être appliquée à d'autres choses. Ça se peut. Moi, je suis critique de théâtre, historien du théâtre. Genre la LNI s'attaque à la CNESST? Je sais pas, c'est quoi la CNESST? C'est la CSST puis
l'autre là, qui ont mergé ensemble. Mais bref. Oui, peut-être. Non, mais par exemple, parce qu'on pourrait le faire avec la littérature, avec le cinéma, avec la philosophie, ça c'est drôle, tu sais. Ouais. Peut-être. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est des codes théâtraux appliqués au théâtre. C'est-à-dire que, par exemple, c'est dur d'appliquer un style littéraire. Fait que j'ai comme l'impression que si on faisait les romanciers, par exemple, ben ce serait beaucoup les thèmes, les personnages. Ouais. Par rapport au cinéma, moi je pense que deux des grandes... Bon, on le voit pas tant quand on regarde un film, fait que c'est d'autant plus important qu'on le voit pas. C'est le montage puis le cadrage. Puis soudainement, ça s'improvise pas. Fait qu'à partir de ce moment-là, est-ce qu'on s'en tient au thème puis au récit? Ça se peut. Mais si tu le fais sur improviser un cadrage, la littérature, ben peut-être que c'est ça, tu fais écrire... tu le fais pas jouer, tu le fais écrire. Ouais, mais en même temps, idem pour le cinéma, c'est-à-dire que est-ce que tu sais, il y en a qui font ça, des films en direct, où il y a possibilité de le faire, tu sais, de improviser en direct un film avec deux caméramans, avec un réalisateur qui code des choses, peut-être. Ça, c'est une autre... à la limite, je connais pas assez le médium pour pouvoir dire je vois des possibilités. Mais il y a sûrement moyen d'aller le faire, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que comme j'ai pas encore épuisé pour mon propre plaisir et mes propres découvertes, parce que j'apprends aussi, parce que les comédiens qui le font me nourrissent énormément. Tu sais, je disais, c'est le show de mes rêves, mais en même temps, moi, je pense que comme acteur, j'y trouverais mon plaisir, mais j'y rencontrerais mes limites assez vite. Alors que là, de voir des comédiens que j'admire, mes amis, prendre ce que je leur propose, puis aller à quelque part où moi je serais jamais allé, tu sais, ça fait aussi c'est partie beau, hein, ça? Ben, c'est clair, tu le vis aussi, je pense. Non, mais c'est drôle. Quand je dirige, moi, je les amène à des places où j'irais pas moi-même, là. Ou du moins, ça me prendrait tout mon petit change pour y aller. Puis là, je suis comme, vas-y! Ouais, cours! Non, quand ça transcende ce à quoi on a pu penser nous, puis ça arrive souvent dans toutes sortes de façons, là, justement s'enfoncer dans une émotion ou prendre une direction de récit qu'on fait, mon Dieu, j'y aurais pas pensé moi-même, ou juste une expansion d'acteurs, tu sais. Moi, je te dis, je suis comme pas encore tanné de celui-là, fait qu'on dirait que je suis pas encore à penser au suivant. Non, mais c'est correct. Je te demandais pas de trouver... Je me demandais juste... C'est ça. Moi, en fait, le raisonnement vient du fait que, tu sais, ça fait tellement d'années que j'en fais, j'en vois, j'en joue. J'en joue, c'est la même affaire. Que ce serait prétentieux de ma part de dire que j'ai fait le tour. Tu sais, quand très certainement, je n'ai fait qu'effleurer la surface, puis des fois, c'est ça, j'aime ça pousser le monde à faire comme si on creuse, on s'en va où? Ouais. Puis des fois, il y a des gens qui me regardent en faisant « Ah, on peut creuser? » Ben, c'est ça, tu sais. Mais moi, en tout cas, la surface, ça se mesure pas, ça. Non, mais c'est des images, là. Mais moi, je me souviens, tu sais, je pense qu'on a tous des moments, ou en tout cas des sentiments fondateurs par rapport à ça, de justement, on peut creuser, c'est-à-dire, ou juste on peut faire ça. Ouais. Tu sais, moi, moi, Saint-Place, pour moi, ça a été ça. Juste voir Antoine jouer, puis je dis pas Saint-Place et Antoine, là. Saint-Place, ça a été une chose, bon, il se trouve qu'il est dedans, mais juste Antoine faire des affaires, justement, là, je pense que, tu sais, Antoine impose, amène un univers, ça, mes affaires. Moi, je me souviens souvent de faire, on peut faire ça? Parce que, qu'est-ce qui empêche? Il n'y a rien qui empêche. Oui, le surrécit dont tu parlais tantôt de la Ligue des Avengers contre la Justice League, de qui en sortira vainqueur, puis tout le côté hockey, puis tout le côté... Bon. Oui, ça... Mais ultimement, à partir du moment où c'est sifflé, il n'y a personne qui va venir nous arrêter de faire quoi que ce soit. Ouais. Faudrait que ce soit grave, tu sais. La personne qui nous arrête, c'est nous-mêmes, là. Ben, plus souvent qu'autrement, tu sais. Mais
des moments comme ça on peut faire ça, tu sais, quand vous avez commencé Saint-Place, moi j'étais encore à l'université, puis avec un paquet de monde, on se disait, ben on veut tendre vers ça, tu sais, on veut tendre vers ça, ça se fait peut-être pas dans toutes les structures, mais même des structures oui, un peu, je pense qu'on peut élargir des affaires, moi je suis pas très ésotérique dans la vie, il y a des c'est quand je disais tantôt, soudainement un imaginaire qui s'ouvre. Il y en a qui croient à cette chose-là, c'est-à-dire de se mettre dans un certain état, que soudainement quelque chose qu'on ne sait pas, qui nous habite, où on n'est plus là, où c'est plus vraiment c'est l'instinct qui sort. Bon, moi je suis trop cartésien, je pense, pour croire à ces affaires-là, mais why not, tu sais. En fait, je pense que c'est plus une question de processus qui nous amène à des places où on peut peut-être moins tomber dans l'ego, des affaires de même. Nous, on cherche le résultat, mais dans le fond, c'est le processus qu'il faut... sur lequel il faut... Oui, ce que tu appelais le point de départ tantôt, tout à fait. Tu vois... Quand on fait la ligne classique, quand on dit aux gens de pas trop se préparer, on se rend compte que c'est plus dur de partir de rien. Puis, on parle pas de rien, on parle de ce qu'on est. Mais tu vois, par exemple, des fois, des gens se préparent, puis en se préparant, ben, ils accrochent à certaines idées qui sont pas mauvaises. Mais soudainement, c'est pas celle que François-Étienne et moi, on a choisie. On s'oriente pas pareil. Fait que c'est plus dur de partir de l'idée qu'il y en avait pour se coller à la nôtre que de partir de rien. Tu sais? C'est qu'il faut qu'il défasse quelque chose pour s'en venir. Alors que des fois, le clash de ces affaires-là pourrait aussi être intéressant, tu sais. Mais là, on dirait qu'il... Mais c'est une... Ouais, ça, moi, je trouve que c'est une plaie en impro, là. Tu sais, quand j'enseigne, moi, à des gens qui en ont jamais fait ou quoi que ce soit, je dis... Tu sais, si tu veux diriger ton histoire, t'es mieux d'écrire une pièce, parce que faut que t'acceptes que t'es dans le moment présent, puis même à la LNI, même partout, je veux dire, on entrevoit trop où est-ce que l'impro est dans 2-3 minutes, quand dans le fond, c'est pas là qu'elle est. Elle est là où on est en ce moment, puis à vouloir diriger... on se retrouve toujours à rester pogné dans quelque chose qui est pas naturel, qui est mécanique, qui est non, je vais tirer ma couverte par là. C'est ça, moi en tout cas, c'est beaucoup là-dessus que je travaille en ce moment, puis c'est le fun parce que c'est ça, avec la LNI s'attaque au classique, ben là, toi tu diriges un peu en arrière, mais les scènes de scène en scène, on voit où ça nous mène. Même si au départ on fait ça va finir de même, ça finit à moitié du temps, ça finit à moitié de même parce que ça a pris d'autres couleurs pendant le show, tu sais. Ouais, on essaie de pas décider de la fin. Mais oui, souvent quand une scène est en train de se jouer, on est déjà un petit peu en coulisses. Moi avec les comédiens qui jouent pas dans cette scène-là, on est un petit peu en train de le prévoir. Mais en même temps, si on arrête d'écouter ce qui est en train de se passer, ben ça sera pas raccord. Moi, des fois, le critique de théâtre dans cet exercice-là est très confronté aussi. C'est-à-dire que des fois l'affaire échappe, ou des fois justement on avait une visée puis ça s'en va pas là. Des fois ça s'en va pas là, mais là où ça s'en va c'est intéressant. Des fois ça s'en va pas là où on avait vu, puis je me souviens de fois où moi je faisais ben là ok, mais là fuck off, tu sais, plus rien à faire. Puis là je fais non là j'ai le droit d'être insatisfait de ce qui vient de se passer ou de pas se passer, mais je peux pas abandonner mes compères avec qui... surtout que c'est eux qui vont sur scène. Mais pas juste eux, tout le monde. Oui. Tout le monde qui est là à ce moment-là. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est eux qui sont sur la ligne de front. Là, tu sais, moi, je pourrais bien faire, fuck off, là, tu sais, vous avez pas suivi la ligne qu'on s'était donnée, fait que faites... Je m'en fous, là, faites ce que vous voulez, tu sais. Mais non, tu sais, mais je veux dire, ils sont de bonne foi, puis là, c'est eux qui vont devoir retourner. Alors non, que moi, je reste en coulisses. Fait que si je me croise les bras, je peux bien, mais eux autres, ils pourront pas se croiser les bras. C'est ça que je veux dire. J'ai juste vu 2 secondes, là. Mais non, c'est ça, là, faites à votre tête. Écoute, je me souviens d'un moment comme ça, où là, il a fallu que je me parle en esti en faisant, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, tu sais. Tu feras ça tantôt. Puis bon,
souvent tantôt, ça vaut pas la peine parce que la chose est faite. Cela dit, on a échappé, mais parce que les acteurs sont bons, c'est jamais underplate. C'est-à-dire que le public est content pareil. Oui, puis le show est construit pour que même si la demi-heure de la courte pièce est pas au top, ben on a quand même un spectacle en 1h30. Oui, je pense que oui. Mais bon. Ben hey, je trouve ça très drôle que je t'interviewe à même pas, combien d'une semaine et demie Des classiques. Des classiques, troisième mouture, on commence la semaine prochaine. Ah mon Dieu, on commence la semaine prochaine. Ben oui, je pouvais pas y faire parce que moi je suis en tournée, mais d'ailleurs en tournée je vais interviewer plein d'autres personnes. Ouais. Ben je te dire ça, tu peux pas le faire, cette année pour la première fois on l'a ouvert à tous les joueurs LNI, tu sais, on avait dit. Non, mais j'ai longtemps milité pour faire comme faites-le jouer à plein monde. Dans ton calendrier, ça se puis là, moi je peux pas. Mais pour moi, c'était aussi touchant, c'est-à-dire, touchant et réconfortant. Ça, on le savait que les gens, parce que bon, tu l'as dit, les 2 premières saisons, on avait un trio de comédiens qui faisaient tous les spectacles. Puis à partir de la 2e année, mais les gens qui disent, tu sais, puis bon, c'était les mêmes ou à peu près. Ouais. Fait qu'au bout de 2 ans, il y avait juste 4 comédiens-comédiennes qui avaient joué le spectacle. Sinon, avec les écoles, tu sais. Puis quand on a dit aux 20 comédiens et 10 comédiens, 10 comédiennes de la LNI qui ont envie de le faire, ben on a eu 15 oui sur 20. Puis parmi les noms qu'on avait, je pense que les gens pouvaient pas. Les gens avaient des engagements. Ouais. Fait que veux pas, ça aussi, tu fais, OK, les gens ont... tu sais, bon, je pense que ça va... je pense que les gens ont envie de se confronter à ça. Les gens ont envie d'essayer ça. Ben oui, puis moi, mon argument... qui dit, on fait plus de pratique. Il n'y a plus de moment où on prend le risque d'être inefficace. Puis il dit, là, je trouve qu'on le prend, puis c'est même valorisé. Fait que... Ben moi, dans ma tête, je me dis, si t'es pas capable de faire ce show-là, tu devrais pas faire la LNI non plus, tu sais. Oui, après, nous, notre idée aussi, c'est que... tout le monde peut le faire, tout le monde peut l'essayer. On l'a essayé avec des ados. Ils ont pas même la culture ou même la langue, tu sais, ils ont pas la prestance. Mais on l'a fait avec des ados qui faisaient de l'impro, mais tu sais, ça comme on le fait au secondaire, ça fait 3-4 ans, des fois, les plus expérimentés, tu sais. Mais quand on est arrivé au bout, ils ont fait une impro d'une demi-heure. Ben oui. Tu sais, puis on espère que ça a allumé des petites chandelles, des petites lumières en eux. Mais après, c'est peut-être pas de faire venir du monde pour payer puis faire un spectacle, mais nous, on part de l'idée que n'importe qui est prêt à écouter puis à se mettre un peu sur la ligne, ben on peut l'accompagner puis on peut le faire au mieux de ce qu'il a envie de faire. Je viens de réaliser là, qu'on a parlé très très longtemps. Oui. Je vous souhaite une bonne run. Merci, Frédéric. Puis merci, Alexandre. Pas d'impro est une présentation des productions de l'Instable, une compagnie de création dont la mission est de présenter des spectacles de théâtre improvisé et de réfléchir sur la création spontanée. Pour plus d'informations sur nos spectacles en salle, nos formations et notre direction artistique, rendez-vous au www.prodinstable.com.